Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a débuté en beauté. Alors, comme vous le voyez depuis quelques semaines maintenant, nous sommes pas mal stables au niveau de Cardano, des crypto-monnaies. On monte à 43 000, on descend à 41, on remonte à 43, on redescend à 41, on stagne à 42. Donc, c'est pas mal embêtant comme marché, mais il y a quand même des nouvelles au niveau de Cardano, même de Solana. Et, je ne voulais pas faire cette vidéo-là, mais je dois la faire. Je dois la faire. Pourquoi? Parce que au départ, là, je me disais que Cardano, on va être tout the moon avec Cardano, avec le staking. Il y a eu le staking, puis on n'a pas été tout the moon. Et après ça, je me suis dit, non, dès qu'on va avoir un écosystème, eh bien, on va aller tout the moon. Et là, maintenant, on a un écosystème et on n'est pas encore tout the moon. Donc, je me suis dit, non, mais OK, pour avoir un écosystème, il nous faut justement les contrats intelligents. Et on a eu les contrats intelligents, on a eu un bull market et malheureusement, on n'a pas été to the moon. Mais aujourd'hui, je vous le dis, et c'est ce que je vous ai dit il y a quelques vidéos là, pour qu'on aille to the moon pour ce bull run, ça va nous prendre des stablecoins. Alors, je vais faire la vidéo au niveau des stablecoins de Cardano, au niveau de Tether, au niveau de USDC, et je ne pensais jamais faire une vidéo sur ce sujet-là. Je ne pensais jamais dire en crypto, eh bien, que un stablecoin pouvait sauver, dans le fond, un écosystème, pouvait sauver une crypto-monnaie. Un stablecoin qui ne fait rien du tout, mais de rester à 1 dollar, eh bien, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, comme vous le voyez encore une fois, le marché et pas vraiment dans le rouge, pas vraiment dans le vert, on ne sait pas ce qui se passe, donc passons vite, c'est pas le sujet de la vidéo. Et même au niveau du trading, même pas du trading, mais de l'analyse technique, il n'y a rien qui se passe, à part le fait que justement, comme je vous le disais, on est dans une phase d'accumulation. Donc, une phase d'accumulation, c'est le temps d'acheter, c'est le temps de prendre de l'argent puis d'investir parce que, encore une fois, et c'est ça que, c'est une vidéo que je vais faire évidemment pour le 200e épisode, là, mais c'est ce que j'entends énormément, là. Il faut acheter maintenant parce que la majorité de votre achat, de vos achats, vous devez les faire avant justement le halvening. On va avoir encore une petite période après le halvening, mais la majorité justement de vos achats, vous devez les faire avant le halvening. Pas mal, pas mal en 2024, là, parce que après ça, 2025, c'est là qu'on va avoir le bull run, la turbulence et ainsi de suite. Donc, c'est pas vraiment dans ces temps-là que vous voulez acheter. Et je vous le dis parce que, encore une fois, j'ai fait les frais au dernier bull run où j'ai acheté pendant justement après le halvening. J'achetais. Et finalement, je suis resté avec des bagues qui ne valent plus rien aujourd'hui, mais sachez que ce ne sera pas la même chose cette fois-ci. Alors, je passe rapidement. Alors, comme vous le savez encore une fois, et peut-être que c'est pas tout le monde qui le sait, mais la blockchain Solana a encore eu des petits problèmes, fait qu'elle est restée, la blockchain a arrêté de fonctionner pendant 3 heures aujourd'hui. Et évidemment, sur Twitter, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Charles en premier, justement, qui dit, ben, peut-être que ça va fonctionner, donc en soufflant la vieille technique de souffler sur la cassette pour que le jeu recommence à fonctionner. Et puis Rick McCracken qui dit, ben, je m'excuse, my bad, là, je me suis trompé. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Évidemment, moi, j'ai tweeté la photo du CEO de Solana. Là, je pense que je l'ai quelque part, mais je vais tomber dessus. Là. Mais un autre tweet que j'ai beaucoup aimé, c'est de Ergo. Est-ce que vous avez essayé de relancer les VC? C'est un très bon tweet de la part de Ergo. Encore une fois, c'est pas drôle. Et je me doutais que ça allait recommencer. Et comme je vous le disais, tout le monde se félicitait parce que ça faisait plus d'1 an ou plus d'un certain nombre de jours que la blockchain Solana fonctionnait sans problème. Ils se félicitaient même parce qu'il y a eu le Jupiter, le airdrop de Jupiter qui a été lancé, qui a été distribué évidemment sur la blockchain Solana.
Et c'était le plus gros, ça a été plus gros que Uniswap. Là, tout le monde se félicitait dans l'écosystème de Solana. Solana a tenu et tout ça. Et puis voilà, quelques jours après, ben, on voit que Solana, finalement, ils ont eu quelques petits problèmes. Mais j'arrête dans le fond avec les tweets en disant que, regardez, Ethereum est comme Microsoft et Cardano est comme Apple. Donc, réfléchissez bien et comprenez bien ce que ça veut dire parce que justement, c'est probablement ce bull run où justement on va voir l'effet Cardano justement dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, juste pour revenir encore une fois au niveau de Solana, vous le voyez, il y a eu quelque chose qui s'est passé et la blockchain a arrêté de fonctionner pendant 3 heures aujourd'hui. Et le message évidemment important, c'est que tous les ingénieurs de l'écosystème de Solana sont en train d'investiguer pourquoi il y a eu ce problème-là. Et encore une fois, ben, je suis bien content de ne pas être dans cet écosystème. Donc voilà pour ça. Ouais, je passe le message, encore une fois, du CEO de Solana Lab, là, qui date de 2021, je pense. S'il peut, oui, c'est ça, 2021, dans le fond. Le CEO de Solana Lab qui dit que c'est pas vraiment grave. C'est pas vraiment grave si le network goes down, s'il y a des pauses comme ça, là, les heures d'ouverture, on a ça dans le système bancaire, là, et Solana n'est pas trop différent du système bancaire. Donc, vous devriez être habitué, mais ça, évidemment, on le dit depuis assez longtemps. Avant de parler justement des stablecoins, je voulais vous montrer quelque chose d'important parce que, oui, c'est très, très, très important. Donc, on voit que justement, Binance a sorti un rapport justement sur le DePIN, donc le Decentralized Physical Infrastructure Network. C'est le rapport dans lequel justement, il parle de cette narrative-là qui risque d'être très en vogue justement pour le prochain bull run. Et qu'est-ce qu'on voit justement dans cet écosystème-là ou pas dans cette direction, mais pour cette narrative? On voit deux projets dont je vous parle depuis quelque temps maintenant. On voit évidemment World Mobile Token et on voit Iagon également. Donc, et si c'est Binance qui en parle, eh bien, ça vaut la peine d'écouter parce que ça se peut qu'il y ait des listings qui se passent dans le courant justement de 2024 ou 2025, peu importe. Et quand des listings arrivent sur Binance, eh bien, généralement, le prix fait pouf. Donc voilà, je ne vous dis pas quoi faire, mais vous pouvez justement en déduire, lire à travers les lignes. Mais c'était quelque chose quand même de très cool que j'étais très content de voir, là, de voir bon, ben, que World Mobile Token est justement dans ce rapport-là. Et la différence ici qu'il y a par rapport à ces deux projets-là, par rapport à d'autres projets, évidemment, au niveau de Cardano, c'est que ce sont des projets qui génèrent, dans le fond, des revenus. Et par générer des revenus, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que World Mobile Token, c'est vraiment une compagnie. C'est une compagnie qui a son domaine d'affaires et puis ils ont leur token. Donc, la compagnie génère des revenus et c'est le token et c'est le token et les participants qui en bénéficient. Même chose pour Iagon aussi. Donc, il y a aussi un projet, une compagnie qui par la suite, distribue une fois que vous storez, vous louez du storage, dans le fond, vous mettez à disposition votre storage pour l'utilisation de d'autres, eh bien, vous êtes payé justement par ce token-là. Donc, c'est vraiment des business, des bonnes idées qui génèrent des revenus. Et donc, c'est pour ça que dans cette narrative-là de DeepN, eh bien, vous pouvez avoir des profits et ce sont des projets qui sont viables. Même chose au niveau je parle par exemple du gaming. Donc, on a Cornucopia qui est une compagnie qui a son projet justement de jeu vidéo, qui a son jeu vidéo qui fonctionne et ils ont également leur token. Donc le jeu ne dépend pas du token, mais le token dans le fond dépend du jeu et c'est évidemment cette formule-là qui est gagnante à long terme. Donc c'est ça que je voulais vous mentionner avec tout ça. Et puis vous pouvez justement aller chercher le rapport, vous pouvez le télécharger directement et l'avoir dans le fond pour le consulter. Alors,
Si on en revient justement au sujet du jour qui est le USDC, dans le fond, les stablecoins sur la blockchain Cardano. Donc, évidemment, vous savez, USDC ou Circle, dans le fond, est la compagnie qui émet, dans le fond, USDC, qui est un stablecoin qui est garanti un pour un, dans le fond, grâce à cette compagnie. Et ce que ça fait, dans le fond, d'avoir des stablecoins, ben, ça permet d'avoir énormément de liquidités. Lorsque vous voulez aller sur différents DEX, eh bien, vous prenez justement votre argent et puis vous le convertissez en USDC, en stablecoin, et ça vous permet d'acheter autant de crypto que vous voulez. Et c'est beaucoup plus intuitif que justement si vous devez prendre votre argent, acheter du Bitcoin, après ça, vous convertissez, après ça, vous achetez, avec votre Bitcoin, vous achetez différentes cryptos. Mais après ça, vous perdez cette notion, dans le fond, de dire, bon, ben, combien je dois dépenser de mon Bitcoin pour acheter telle crypto et tout ça. Tandis qu'avec un stablecoin, vous vous dites, ben, je veux dépenser 200 dollars. Donc, j'ai 200 dollars en stablecoin et j'achète pour 200 dollars de Iagon, 200 dollars de Cardano ou peu importe. Donc, ça permet d'amener de la liquidité et ça permet justement de facilement faire différents achats, faire différentes transactions. Ça permet également justement quand vous prenez des profits en termes de crypto, ben, vous les mettez en stablecoin et après ça, ces stablecoins, eh bien, vous pouvez faire du lending, borrowing et ainsi de suite, faire du DeFi avec ces stablecoins-là. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et ça vous donne un certain pourcentage qui est beaucoup plus élevé que si vous gardez dans le fond vos fiat dans votre compte en banque. Donc, évidemment, au niveau de la liquidité, c'est un très bon cas d'utilisation justement et c'est une force que chacun des écosystèmes a lorsqu'ils ont des stablecoins, des gros stablecoins pour justement faire monter leur DeFi et leur DeFi, Decentraland Finance. Et donc, la situation actuellement au niveau de Cardano, c'est qu'on a juste JED et USD qui ne sont pas vraiment pas des vrais stablecoins. Je ne peux pas dire ça parce que ce sont évidemment des vrais stablecoins, mais ce ne sont pas des stablecoins qui sont backés, qui sont garantis par des fiat dans un compte bancaire. Et malheureusement, ben, on se rend compte que c'est pas mal difficile de avoir vraiment ce système-là. Donc, ça a l'air simple finalement. J'ai tant d'argent dans mon compte en banque, je lance une compagnie et puis j'émets des stablecoins, j'émets des stablecoins dans l'écosystème. Mais si c'était si simple que ça, eh bien, on aurait Emergo qui aurait réussi déjà à faire leur USDA depuis longtemps et même Mehem, le USDM, eux aussi auraient réussi à lancer leur stablecoin déjà en décembre dernier parce qu'ils étaient annoncés, ils l'avaient annoncé au Cardano Summit que d'ici décembre 2017, eh bien, ça allait être disponible et jusqu'à maintenant, ben, on n'a pas de USDM justement dans l'écosystème de Cardano. Donc, on se rend compte que c'est pas si facile que ça de lancer justement un stablecoin, malgré que ça peut avoir l'air plus facile de lancer un stablecoin garanti par des fiat qu'un stablecoin qui est synthétique finalement. Et donc, la situation au niveau de Cardano, eh bien, c'est que même si la fondation Cardano a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir justement arriver à un partenariat, à arriver à une entente avec Circle, eh bien, on voit qu'encore une fois, il y a des travaux qui doivent encore être faits pour que la compagnie Circle développe un stablecoin directement natif sur la blockchain Cardano parce qu'actuellement, c'est pas ça qu'on a. Actuellement, il y a de USDC sur la blockchain Cardano, mais ce n'est pas vraiment un USDC natif. Ce sont justement des bridges qu'on a avec OneChain et d'autres compagnies qui sont actuellement en partenariat, si on peut le dire comme ça, comme OneChain est en partenariat avec Cardano pour pouvoir faire des bridges d'une blockchain à une autre. Mais si on regarde pourquoi exactement et là, mais avant d'aller là, pourquoi exactement il y a des problématiques avec Circle? Circle, évidemment, c'est une compagnie qui veut faire de l'argent. Et ce qu'il a été dit justement par Charles, c'était que Circle, il y avait un certain prix qui avait été demandé, soi-disant, dans le fond, et là, je peux y aller justement, un prix qui avait été de 10 millions de dollars pour que Circle puisse faire les travaux pour avoir USDC nativement sur la blockchain Cardano. Et d'après les calculs de la fondation,
Ce que la fondation disait, c'était que Circle pourrait faire jusqu'à 8 millions de dollars par année si justement il mettait en place justement USDC sur la blockchain Cardano. Et 8 millions de dollars par année, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais c'est pas tant que ça pour une compagnie comme Circle qui doit faire beaucoup plus d'argent justement dans les autres écosystèmes dans l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, 8 millions de dollars de revenus en plus par année, c'est pas tant que ça, surtout qu'il faut en dépenser 10 pour qu'ils fassent les travaux. Et on peut penser qu'encore une fois, faire les travaux pour avoir un stablecoin sur la blockchain Cardano, eh bien que ça se fasse facilement. Et c'est pas si facile que ça, encore une fois, parce que, comme je le dis, je suis en informatique et là, je vois tout ce qui est possible de faire et ça demande quand même assez de travail, assez de tests et assez de fonctionnalités pour être en mesure, justement, de faire le travail qui doit être fait. Mais c'est pour ça que justement, Cardano IOHK et la fondation ont dit que eux étaient prêts justement à mettre les mains à la pâte si jamais Circle n'avait pas assez de main-d'œuvre, n'avait pas assez d'ingénieurs pour le faire. Ou s'il y a des ajustements qui doivent être faits au niveau de la blockchain Cardano et au niveau des contrats intelligents, ces travaux-là peuvent être faits pour que justement nous ayons un stablecoin dans l'écosystème de Cardano. Mais si on regarde rapidement, au niveau de Circle, pourquoi je dis également que justement on a besoin de stablecoin parce que comme vous le voyez là, BlackRock est un partenaire, Coinbase est un partenaire, BNY Mellon est un partenaire, Mastercard est un partenaire. Donc avoir justement un stablecoin sur la blockchain Cardano, ça amène justement toutes ces grosses compagnies à regarder et à s'intéresser à la blockchain Cardano. Donc si on veut avoir un ETF dans le futur pour Cardano, eh bien, il faut que justement Circle ou alors que USDT, que Tether fasse les travaux pour avoir justement ce stablecoin-là dans l'écosystème de Cardano pour que justement ça nous amène plus de visibilité. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Et mon inquiétude est de savoir est-ce qu'en 2024, on va avoir un stablecoin, un gros stablecoin pour justement avoir attiré plus de gros joueurs dans cet écosystème-là et justement aller to the moon en 2025. Mais ça, évidemment, le temps nous le dira. Alors, les avantages justement d'avoir, comme je le disais, un stablecoin, c'est de la facilité, encore une fois, de facilement faire des achats, facilement savoir au niveau des investissements, mais pas juste ça. C'est à coût zéro lorsque l'on fait des transactions. Lorsque vous êtes sur Coinbase et que vous voulez acheter du EDO, vous allez payer un pas mal bon pourcentage pour faire cette transaction-là. Mais si vous achetez justement du USDC, eh bien, le frais de transaction revient à zéro et le transférer sur d'autres blockchains revient à 0 $ également. Donc, ça, c'est pas mal un gros avantage. Par la suite, en fait, si Circle n'est pas capable justement de émettre des stablecoins du USDC sur la blockchain Cardano, eh bien, il y a d'autres partenaires qui peuvent le faire. Comme vous le voyez, il y a certaines conditions pour pouvoir minter du USDC sur une certaine blockchain et c'est ce que a fait OneChain. Sauf que OneChain, la différence entre avoir justement un native USDC et justement un synthétique USDC, eh bien la différence c'est que si c'est native sur la blockchain Cardano, eh bien c'est minté par Circle. Si c'est sur une autre blockchain, eh bien à ce moment-là, on a comme par exemple OneChain qui doit prendre le USDC sur une autre blockchain et le transférer avec un bridge sur la blockchain Cardano. Et à ce moment-là, ben, on a quelque chose de synthétique. Et à ce moment-là, ce n'est plus backé un pour un, justement, avec 1 $ dans un compte en banque. Parce qu'un native USDC va être backé un pour un dollar pour un USDC dans un compte en banque, tandis que si jamais c'est bridgé d'une autre blockchain, eh bien, ce qui est backé par le USDC qui vient d'un autre bridge, c'est une autre version du USDC, justement, sur une autre blockchain. Donc là, on peut se dire que, ouais, la différence n'est pas grande, mais il y a quand même, justement, un risque au niveau du USDC sur l'autre blockchain, si jamais
il y a un hack, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec le bridge, si jamais le USDC, mettons que OneChain aurait amené du USDC de la blockchain Luna, Luna collapse, tout le USDC qui se trouve sur la blockchain Cardano venant justement de cette blockchain qui fait faillite, eh bien ce USDC-là aussi collapse sur la blockchain Solana. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas nécessairement avoir des USDC qui viennent de bridge, mais on veut avoir un USDC native sur la blockchain Cardano. Même chose au niveau justement de la forme de ce USDC-là. Avoir un USDC native versus des USDC qui ont été bridgés de plusieurs autres blockchains, eh bien, on va avoir différentes versions de ces USDC-là et on ne peut pas savoir quelle est la version native, quelle est la bonne version, qu'est-ce que je peux sur quel USDC je peux faire confiance justement sur la blockchain Cardano. C'est pour ça que personnellement, je n'utilise pas le USDC sur la blockchain Cardano parce que je sais que ce n'est pas un USDC native, mais c'est un USDC qui a été bridgé par une autre un partenaire ou par justement, et qui vient d'une autre blockchain, tout simplement. Une autre fonctionnalité, et pourquoi je vous dis que c'est quand même beaucoup de travail en termes de informatique, de justement émettre USDC sur la blockchain Cardano, parce que il y a ce protocole-là, le CCTP, donc le Cross-Chain Transfer Protocol. Et ça, c'est important parce que ça permet justement ça permet d'être en mesure de transférer du USDC d'une blockchain à une autre sans passer par un bridge. Et tout ça est sécurisé, encore une fois, par Circle. Donc, si vous êtes sur un exchange ou alors sur un DEX, peu importe, c'est la même chose, et que vous avez de USDC qui part de la blockchain Cardano et la blockchain Cardano par exemple, et qui veut se rendre justement sur la blockchain Ethereum, on garde le même USDC, mais on change de blockchain, eh bien, tout ça est sécurisé par ce protocole-là, le CCTP, qui permet encore une fois de dire, OK, tu veux envoyer ton USDC de Cardano à Ethereum, OK. Quel genre de blockchain tu veux utiliser? Est-ce que tu veux utiliser la blockchain Ethereum? Est-ce que tu veux utiliser Arbitrum, le L2 d'Ethereum? Est-ce que tu veux utiliser Omni, je ne sais pas trop quoi? Peu importe ce que tu veux utiliser, dis-moi la route et je vais m'assurer que justement ton USDC qui se trouve sur le wallet A arrive dans ton dans ton wallet B et qu'il n'y ait pas justement de risque de bridge avec des contrats intelligents qui vont brûler ton USDC sur une blockchain ou qui vont le bloquer et ainsi de suite. Donc ça, c'est super compliqué à faire. Évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui doit se bâtir et qui doit être très sécuritaire parce que, encore une fois, il y a beaucoup de risques de hack, de piratage et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je comprends que ça peut être cher, justement, de demander à Circle, ben, pouvez-vous justement travailler pour émettre USDC sur la blockchain Cardano? Et je comprends que pour des revenus de 8 millions par année, eh bien, c'est à se demander si vraiment Circle va faire le travail ou non. Et c'est pour ça que IOHK a pris une autre route et s'est dit, OK, bien, nous allons avoir un venture pour pouvoir faire développer, dans le fond, les stablecoins sur la blockchain Cardano. De cette manière-là, eh bien, on a des plus petits joueurs qui risquent de prendre une bonne avance, justement, par rapport à des gros joueurs comme Circle ou comme Tether. Et à ce moment-là, ben, on va quand même avoir, justement, un écosystème qui va grossir, avec du DeFi qui va grossir, juste en ayant des petits joueurs qui vont avoir un petit peu de liquidité. Mais à partir du moment où il va y avoir plus de demandes pour EDA, il va y avoir plus de demandes pour le DeFi sur la blockchain Cardano, et bien à ce moment-là, évidemment, la liquidité au niveau des stablecoins va commencer à augmenter. Et peut-être que à ce moment-là, ça va attirer des plus gros joueurs comme Circle ou comme Tether. Mais comme je vous le disais, pour ces gros joueurs-là, je ne suis pas certain que justement ça vaille la peine. Parce que si on regarde juste ici au niveau de Tether, Tether est probablement la meilleure business dans le monde, période.
pas dans le monde de la crypto, pas dans le monde des TI, pas dans le monde de la finance, la meilleure business dans le monde, point à la ligne. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde les chiffres, les revenus qui sont faits par Tether, Tether qui est le premier stablecoin, justement, le plus gros stablecoin dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, et USDC qui les suit pas de proche, mais qui est le deuxième. Quand on regarde les revenus, on peut se dire que, waouh, c'est juste extraordinaire. Parce que lorsqu'on regarde justement les critiques au niveau de Cardano et de la blockchain disent ah, ben, à quoi ça sert la blockchain, à quoi ça sert Bitcoin et ainsi de suite, ça sert à rien. Eh bien, moi, je peux vous dire que Bitcoin sert justement à garder la valeur, à garder sa valeur. C'est une réserve de valeur qui fonctionne et qui fonctionne depuis plus de 10 ans maintenant. Et la killer apps justement de la blockchain, eh bien, ce sont les stablecoins. Pourquoi ce sont les stablecoins? Parce que, encore une fois, si on regarde la compagnie Tether, eh bien, eux ont plus de 100 milliards de dollars, justement, de réserves dans des différents comptes en banque, dans différents actifs qu'ils ont. 100 milliards de dollars. Un fois 10, ils sont à 1 trillion de dollars d'actifs et actifs qui ne sont pas des revenus en passant. Parce que si on regarde leurs revenus, si on regarde leurs revenus rapidement, là, ici, là, on voit que en le dernier trimestre de 2023, le revenu était de 2,8 milliards de dollars et avec un revenu net de 1 milliard de dollars juste en un trimestre. C'est fou malade. Total, le profit total, justement, en 2023, 6 milliards de dollars. Donc, le 6 milliards de dollars, là, c'est juste ce qui rentre dans les poches de Tether. Et c'est pour ça que je dis 8 millions par année pour Circle, là. Si Tether fait 6 milliards par année, Circle doit, même si Circle fait 2, même s'ils font 2, ou même s'ils font 1 milliard, le 8 millions de Cardano, là, c'est des peanuts pour eux, là. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc, regardez, là, quand on regarde les chiffres, là, c'est fou, là. C'est fou. Au niveau des T-bills du gouvernement américain, là, ils ont pour 80 milliards de dollars justement comment on appelle ça, d'actifs qui viennent du gouvernement, là, ce qui vend les T-bills, j'ai oublié même le nom, là, mais leur, leur investissement ou leurs revenus sont fous. Les VC au niveau de Tether se font tellement d'argent. Donc voilà, Tether fait plus d'argent que Goldman Sachs. Goldman Sachs, qui est une des grosses banques aux États-Unis. Donc c'est ça. Et pourtant, ils n'ont pas beaucoup d'employés. C'est ça que je me dis aussi. Tether n'a pas beaucoup d'employés. Circle ne doivent pas avoir beaucoup plus d'employés. Et donc, lorsqu'on a beaucoup d'écosystèmes, beaucoup de stablecoins dans différents écosystèmes, c'est difficile justement de faire la maintenance de tout ça. Mais comme je le dis, c'est pour ça que Cardano, que IOHK disait que nous, on peut aider et la fondation aussi peuvent aider. La fondation a vraiment des très bons ingénieurs qui travaillent là, qui sont très, très bons, qui font des très bons produits. Donc, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, cette relation n'a pas l'air de bien fonctionner actuellement, mais j'ai vraiment hâte et j'espère énormément que tout va se régulariser justement en 2024. D'ici là, d'ici à ce que justement ces deux gros joueurs-là justement arrivent dans l'écosystème de Cardano, eh bien, on peut toujours espérer justement un lancement de MEHM, de USDM, d'ici le mois de mars. Ce sera encore une fois avant le halvening qui est aux alentours du 15 avril. Donc, ça permettra encore une fois d'avoir tout le reste de l'année 2024 pour faire grossir la liquidité au niveau de ce stablecoin-là et d'espérer encore une fois que ça fasse la différence, ce que j'espère énormément. Alors, voilà ce que je voulais vous partager au niveau des stablecoins. J'espère que justement un stablecoin qui vaut 1 dollar et qui va continuer de valoir 1 dollar, mais qui pourrait faire en sorte d'amener justement ADA, le prix d'ADA, à 6, 7, 8 ou même 10 dollars et nous rendre tous riches. J'espère que justement tout ça va arriver en 2024 pour que nous puissions profiter justement du prix des dents à peut-être 10 dollars en 2025. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Smashez bien fort le bouton like. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Peace.